je vais essayer de passer un peu vite sur les choses que Dominique a bien mieux expliqué que je ne saurais le faire. Je vais avoir une approche un petit peu plus, peut-être, design, justement, un petit peu plus technique. Mais en même temps, ça me titille aussi d'aller faire un tour du côté de l'histoire. Bon, je vais m'aventurer sur des terrains qui sont moins les miens. Donc j'espère que vous me le pardonnerez, et pour voir surtout ce qu'on peut faire pour le futur. Alors effectivement, j'ai intitulé cette communication archéologie des médias et tracéologie des data, parce que c'est un débat en fait qu'on a eu d'ailleurs il y a 15 jours au cours d'un colloque qu'on a organisé à l'ENSAD, qui s'appelait, c'était sur l'organogénèse, hein, donc qui est vraiment le thème qu'on développe à l'IRI avec Bernard Stiegler. Et finalement, ces travaux qui sont menés maintenant depuis les années 80 sur l'archéologie des médias, et qui nous viennent essentiellement de recherche en Allemagne, il me semble intéressant d'essayer de les croiser avec une tracéologie des data, au sens où en archéologie on est un petit peu dans un sens de lecture un peu vertical, hein, on cherche toujours à faire des carottages, des trous, hein, on cherche à faire de la fouille, hein, pour prendre encore un terme. Vous voyez, ce serait amusant d'ailleurs de faire la liste des termes qui viennent de l'archéologie ou de la géologie en informatique, et je pense que c'est peut-être le secteur qui alimente le plus le vocabulaire informatique. Et donc cette archéologie des médias, une des critiques qu'on lui a faites, c'est de ne pas tenir compte de manière assez forte de la temporalité. D'ailleurs, temporalité, c'est aussi une thématique qui va être traitée à la fin du mois. Il y a un colloque organisé au CNRS, l'Institut de la communication de CNRS, sur la temporalité du web. Ça aussi, je vous recommande, je pense que ça risque d'être assez intéressant. Donc, moralité, oui, effectivement. Donc, soit on a une approche très spatiale, hein, on creuse, on essaie de chercher finalement les sources dans le web, et bien sûr on tient compte de la temporalité, mais elle n'est peut-être pas assez visible, ou bien on s'intéresse aux données, et là aussi la question de la temporalité est parfois un peu négligée. On cherche avant tout à maximiser le repérage du graphe, hein, et des relations. Ça a été un peu l'abus du web sémantique aussi, de raisonner comme ça. Donc voilà, je vais essayer de mixer un peu les deux. Archéologie des médias et tracéologie des data. Alors le point de départ, c'est toujours le même. Je m'excuse auprès de ceux qui étaient là l'année dernière. Je reprends toujours cette fameuse controverse de Chris Anderson, hein, la fin de la théorie ou la fin de la science. C'est aussi ce que Dominique et Philippe ont souligné avec le problème de la causalité remplacée par les relations. C'est bien sûr toute l'idéologie du web data, du big data, pardon, qui est derrière ce fameux article de 2008 de Chris Anderson, donc qui depuis fait remuer beaucoup de gens. Et en même temps, je pense que c'est ça, parce qu'il y a des réactions assez saines de la part de la communauté scientifique. Souvent, les polémiques finalement font avancer les choses. Et il y a une prise en compte, je pense, alors de ce que nous, à l'IRI, on appelle une herméneutique du numérique, ou une herméneutique des data, au sens où, en théologie d'abord, hein, on cherche à s'intéresser à l'interprétation des textes. Mais pour pouvoir procéder à cette activité éminemment humaine, hein, et qui ne va pas contre l'utilisation des algorithmes, c'est plutôt apprendre à utiliser les algorithmes pour l'interprétation, il faut les outils pour ça. Et donc c'est un peu aussi ce qu'on a vu dans les présentations précédentes. Alors, archéologie des médias, juste un petit rappel sur ce que c'est principalement, donc des recherches qui sont... D'ailleurs Mathias en parlera peut-être un peu, parce que c'est un grand spécialiste de l'Allemagne et des médias studies en Allemagne, donc Abby Warburg. Donc en fait, l'archéologie des médias, c'est s'intéresser plus à la question des supports qu'à l'information elle-même. Bien sûr, ça se croise avec les travaux de McLuhan sur l'information et sur la compréhension des médias. Mais ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est les travaux plus récents de Yves Citon, hein, qui a croisé cette question de l'archéologie des médias avec l'écologie de l'attention, et qui rejoint bien sûr beaucoup la position qu'on développe à l'IRI, au sens où ce qui nous intéresse, c'est en fait, bien sûr, de faire de l'archéologie des médias, mais c'est surtout d'essayer de tracer des lignées. Hein. C'est ce que le roi Gourand a montré avec les outils, avec
l'évolution d'une forme de technogénèse. C'est intéressant de voir, essayer de faire des hypothèses en tout cas sur ces développements de technologies dans le temps, à partir de la conception des formes, mais aussi c'est jamais les formes seules, hein, on trouve ça aussi chez Simondon, il n'y a jamais de développement de la technique seule, c'est toujours bien sûr une incorporation du social dans la technique qui va permettre de tracer ces technogénèses. Donc c'est un peu abusif de se focaliser sur technogénèse, c'est toujours socio-technogénèse. Et organologie au sens donc de Stigler, c'est-à-dire où il n'y a pas que la technologie qui est intéressante à tracer ou à en faire une archéologie, c'est aussi l'organologie, c'est pas que du technique, c'est du social et c'est même du biologique, hein, au sens où les structures biologiques sont aujourd'hui très nettement, et bien sûr grâce aux neurosciences, impliquées dans la pensée d'une archéologie des médias. Alors chez Negri, ça a aussi une forme d'altermodernité, puisque revenir à cette question des supports, c'est un peu aussi quitter un idéal de progrès et de l'information qui est remis en question par cette analyse des médias. Alors, du côté tracéologie des data, bon, les choses qui nous intéressent particulièrement à l'IRI, c'est comment, disons, par l'analyse des traces, comprendre les outils finalement. Quelles sont les fonctions des outils en analysant les traces qui sont laissées par les utilisateurs. On pourrait dire comprendre le calcul aussi, hein, en analysant les traces. Pour ça, dans la discussion avec Dominique, ce sera intéressant de voir si est-ce qu'on peut vraiment comprendre le calcul sans les datas. Je ne pense pas. Il y a toujours finalement un aller-retour. On est obligé de passer par les datas pour comprendre le calcul. Ou alors il faut être un très bon mathématicien, mais même je pense qu'un très bon mathématicien, il a besoin d'un moment de faire fonctionner la formule pour voir quels sont les outputs de sa formule. Alors c'est peut-être intéressant aussi de distinguer les datas comme traces. Bon, ça c'est assez classique, Dominique l'a bien présenté. Hein. Effectivement, aujourd'hui les datas c'est principalement nos traces d'utilisation, hein, de toutes nos traces d'interaction. Mais est-ce qu'on peut aussi s'intéresser aux traces que laissent les datas? C'est-à-dire au sens où, je pense que c'est peut-être ce que Dominique a voulu dire aussi, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a derrière, d'ailleurs je l'ai rajouté pendant que tu parlais, hein, trajectoire suite du clic, hein, je pense que c'est ce que tu as voulu dire, c'est-à-dire après la data, il y a aussi l'interaction avec la data, c'est-à-dire qu'il y a aussi et c'est là qu'il y a une temporalité intéressante à essayer de restituer, c'est que une data va, elle aussi, à son tour, générer d'autres traces. C'est-à-dire qu'il y a des circuits, il y a des loops entre traces et data. Bon, je rappelle les principes que nous, en philosophie, on utilise beaucoup, et d'ailleurs Derrida a été peut-être le premier à se questionner sur la question de la causalité, hein, avec la question de la quasi-cause, notamment, dans l'ouvrage de la grammatologie, donc en 1967. Mais disons, de manière plus informatique, pour l'équipe que je dirige à l'IRI, puisque c'est principalement des informaticiens, on s'intéresse à la théorie des traces comme modèle réflexif. Là aussi, Dominique l'a bien souligné, dans le design de l'information, ce qui est important, c'est les technologies réflexives. Et bon, l'équipe d'Alain Mille, Yannick Prier, Béatrice Fuchs, depuis 2003, travaille beaucoup sur cette modélisation des traces, pas juste pour le plaisir de comprendre ce que les utilisateurs... C'est pas de l'analyse d'usage. On ne cherche pas à juste comprendre Bien sûr, c'est intéressant aussi, mais c'est pas ce que eux recherchent. Hein, leur objectif, c'est plutôt de capter les traces pour les filtrer, hein, un peu à la manière de bookmark. Hein. Le bookmark, c'est un outil de traçage très intéressant, c'est-à-dire c'est les traces que vous avez laissées, on peut en faire un outil pour naviguer plus facilement. Vous revenez dans vos bookmarks pour retrouver par où vous êtes passé, et donc ça devient un outil de navigation. Vos traces deviennent un outil de navigation. On a toujours une perception négative des traces. Hein. On dit on est tracé, on est fliqué, etc. Mais la trace peut être très positive si on la met au service d'un travail intellectuel. Je prends l'exemple du bookmark qui est peut-être le plus facile à comprendre. Et à l'IRI, donc, on a essayé de poursuivre cette théorie des traces plutôt dans le champ des réseaux sociaux, avec notamment les travaux qu'avaient menés Hugh Louis et Harry Alpin chez nous en 2012.
en essayant de concevoir du coup, des réseaux sociaux qui ne soient pas sur le modèle de Facebook, c'est-à-dire où précisément on n'est pas sur une maximisation de la visibilité sociale que Dominique a montré, mais plutôt dans des dynamiques de groupe où, à la limite, le profil personnel ne se constitue que parce qu'on a participé à une activité de groupe. Hein, essayez d'imaginer ce type de scénario. Ça n'existe pas aujourd'hui. Nous, on a essayé de le prototyper dans des systèmes décentralisés comme Lauréat, Crabgrass ou Diaspora, qui sont plutôt des réseaux sociaux ouverts. Mais l'idée, c'est bien de dire, voilà, certes, il y a toujours un profil personnel dans le réseau social, mais mon profil personnel, je ne le constitue que à cause du travail que j'ai fait dans le cadre d'un groupe, ou à cause de remarques, et de commentaires ou d'annotations que j'ai produits sur un document partagé avec d'autres. Ça change pas mal la vision de l'individuation, pour prendre le terme simondonien qui nous intéresse, et surtout de la trans-individuation. Il faut que ces outils-là permettent de passer de l'individuel au collectif. Alors, jusqu'à présent, justement, on travaille sur de la notation de data. Je prends un exemple assez ancien, 2007, dans une publication de l'ACM, des datavises liées à des mouvements des statistiques sur les voyages. On a vu commencer à apparaître des outils d'annotation, donc c'est-à-dire des commentaires libres ou bien des commentaires situés, c'est-à-dire le commentaire peut être rattaché à un endroit précis de la courbe. Et donc on a affaire à une forme d'interprétation de commentaires des data. Alors je suis d'accord avec Dominique, on n'est pas encore dans la compréhension du calcul, mais je pense qu'on ne serait pas très loin, et ça serait intéressant d'ailleurs, de coupler à cette annotation de la data, qui bien sûr passe par aussi quelque chose qu'on comprend, c'est-à-dire une visualisation, d'essayer aussi de faire un lien vers la manière dont cette courbe a été calculée. J'ai pas d'exemple, parce que justement je pense que ce serait la chose à faire. C'est pas simple, parce qu'on rentre dans des choses assez compliquées, il faut montrer un peu la formule qui a permis de produire la courbe, etc. Mais je pense que ce serait intéressant, et aussi comme ça d'avoir une sorte de boucle entre la data vise et l'algorithme, donc le calculateur qui a permis de la produire. Couplé avec bien sûr le commentaire, parce que nous on est très attachés à ce que ça soit toujours couplé à de l'humain. C'est un peu idéaliste, souvent on se fait attaquer, nous, à l'IRI, les gens nous disent la notation c'est utilisé par un pourcentage ultra faible de gens. Bon, mais c'est un peu notre volonté aussi de remettre de l'humain le plus possible au cœur des processus de visualisation, de traitement des données, même si, bien sûr, on est conscient, on n'est pas naïf, on sait que c'est pas majoritaire, mais je vais montrer quand même des choses encourageantes. Alors, justement, je me suis lancé dans une petite historique amusante. Donc, d'abord, le projet Xanadu de notre ami Ted Nelson. Historiquement, hein, on est donc plutôt dans les années 60 hein, même, donc, 65, avec donc cette idée de l'hypertexte hein, et donc des contenus. Alors, justement, une idée de l'hypertexte qui n'est pas celle que nous connaissons sur le W3C aujourd'hui, avec des tas de choses qui n'ont pas été reprises par HTTP et par HTML. J'ai essayé de les isoler. D'abord, il parlait de transclusion au lieu d'hypertexte. Hein. Donc, et transclusion, c'était bien l'insertion. Il avait cette idée que les documents sources étaient quasiment intégrés aux documents à l'hypertexte, pour prendre un terme d'aujourd'hui. Donc, c'était vraiment des transclusions, des inclusions de documents dans la page web. Intéressant aussi, les liens sont visibles et peuvent être suivis depuis les deux extrémités. Ça donne à réfléchir, parce que d'abord, les liens ne sont pas forcément visibles, de moins en moins, et ensuite, on peut remonter les liens, soit depuis la page web qui incorpore des hyperliens, soit depuis les sources qui ont été pointées par cette page. Ça donne à réfléchir en termes de design, ça peut donner des idées assez intéressantes.
la permission de lier vers un document est explicitement garantie par l'acte de publication même. Donc là, on est vraiment dans les grandes idées du même, bon, qui étaient même celles du web au départ. Ça s'est bien évidemment assez vite calmé sur cette automaticité, puisqu'il y a eu des problèmes de droit, en fait, hein, principalement. Ce pas des problèmes techniques, c'est que, tout simplement, petit à petit, l'industrie a réintégré les problèmes de copyright, les problèmes de droit, les problèmes d'accès. Et donc, les accès à double sens, garantie d'accès aux sources, pouvoir remonter aux sources, tout ça, ça rentrait très largement en conflit avec les problèmes de copyright. Bon, je ne vais pas détailler toutes les mesures. J'ai repris que celles toutes les choses qui n'ont pas été reprises par le W3C. Hein. J'en prends une dernière. Chaque document est identifié, unique et sécurisé. Là aussi, alors c'est critiquable parce que Nelson est dans une logique du document. On n'est plus du tout dans une logique du document aujourd'hui. On est plutôt sur une logique de la ressource, c'est-à-dire de l'URL. Et c'est vrai que derrière une URL, vous pouvez avoir le même document, mais qui va changer en fonction de l'interaction qu'on va avoir sur ce document. C'est le fameux exemple de la page du Monde qui n'est jamais la même. Alors, il y a des gens qui continuent à y croire. Hein. Open Xanadu, c'est une équipe espagnole. Voilà. Alors, c'est intéressant parce qu'en termes de design, moi c'est ce qui m'intéresse, hein. Donc en termes de design, vous voyez, ils pensent à des manières de publier les textes où on verrait assez bien, de manière assez visible. Alors, il y a un zoom, là, malheureusement j'ai fait juste une copie d'écran, mais il y a un zoom qui permet d'aller revoir le document source dans lequel on a pioché ce petit morceau rouge qui vient ici dans la page. Alors ça peut très vite devenir spaghetti, hein, comme on dit, c'est-à-dire chaque mot est toujours repris de quelqu'un d'autre et on n'écrit jamais tout seul, on écrit toujours avec des inspirations. Mais ça peut être intéressant, il faut filtrer, encore une fois, c'est là que c'est intéressant en termes de technologie réflexive. Si on applique ce principe Xanadu de manière brutale, c'est illisible. On ne va jamais pouvoir s'en servir. Par contre, s'il y a un filtrage éditorial, c'est-à-dire si on fait une sorte d'édition critique de son hypertexte en remontant bien sûr, à toutes les sources, mais aux sources principales, eh bien, on a des idées de publication qui sont, à mon avis, très, très intéressantes, finalement, qui avaient été déjà pensées par Nelson. Alors, au niveau des formats, qu'est-ce que ça pourrait donner? Donc, je me suis intéressé à SGML, à XML et à RDF. Donc, je vais vous montrer un petit peu Bon, alors, je vous rappelle un historique, SGML, qui pour nous reste un format assez intéressant, en même temps assez critiquable, parce qu'il intégrait énormément de règles, ce qui n'est plus du tout aujourd'hui. Alors bien sûr, on l'a beaucoup attaqué parce que SGML intégrait des règles précisément, et qu'aujourd'hui XML est beaucoup plus à plat et intègre beaucoup moins de règles. Mais en même temps, c'est bien d'intégrer des règles, à condition de les montrer, hein, et de les rendre transparentes. Donc c'était finalement pas si mal. Donc 86, hein, je vous rappelle. Alors, chez nous, à l'IRI, 86, c'est le fameux PLAO, hein, le poste de lecture assisté par ordinateur à la BNF. C'est les premières expérimentations avec SGML pour annoter des documents, des poèmes, des morceaux musicaux aussi. Enfin, c'est un groupe qu'on cite souvent dans l'histoire de l'annotation. Et puis cette divergence, hein, donc HTML de côté, 91, les débuts du web, et aujourd'hui, donc 86, c'est pas vraiment une divergence, en fait, c'est complémentaire. XML est tout à fait complémentaire de HTML en 96. Et voilà, on voit ici un peu l'historique. C'est pas les dates de publication de standard, c'est plutôt les dates de premier draft. Hein. Donc, vous voyez, 93, Tim Berners-Lee. Ici, XML, donc première publication en 98. Alors là aussi, ce qui est intéressant, c'est de faire un peu une comparaison SGML et XML, finalement, entre un format beaucoup plus intéressant en termes de règles et un format beaucoup plus à plat comme XML. Alors aujourd'hui, vous savez, c'est deux consortiums un peu différents aussi, Oasis contre W3C. Dans SGML, on est plutôt sur une logique de l'éditeur. Ça a été beaucoup d'ailleurs soutenu au départ par des éditeurs scientifiques et des éditeurs même de littérature, hein, alors qu'on est avec XML sur une logique de l'information, au sens le plus universel possible.
Philippe a parlé de Unicode, c'est aussi à ce moment-là. Hein, donc, alors ça, c'est un atout aussi pour XML, c'est qu'il intègre Unicode qui n'est pas tout résolu. Tu as montré des exemples où on a encore des accents qui ne sont pas captés, mais SGML était encore très construit sur l'ASCII et pas sur Unicode. On avait pas mal de fonctions manuelles dans SGML, hein, il fallait typer les documents, notamment, alors qu'en XML, on vise l'automaticité, finalement, hein, on vise la communication machine-machine. Bon, bien sûr, HTML a hérité de beaucoup de choses de SGML, encore que il y a eu une tentative à un moment hein, de combiner la puissance XML avec la programmabilité, si je puis dire, de l'SGML, c'est le XHTML qui est plutôt un échec. Mais ce qui est intéressant quand même dans HTML, c'est cette notion de DTD, hein, la description des documents, qui peut être concrète ou abstraite, et qu'on retrouve dans des formats qui sont encore utilisés. Hein. La TEI, c'est très utilisé en publication scientifique, hein, Text Encoding Initiative. L'EAD, hein, on l'utilise pas mal dans les archives de la culture. Et cette idée donc de combiner la structure du document avec les feuilles de style. C'est-à-dire on sépare la manière dont le document est structuré et la manière dont il est publié, dont il est présenté. Avec des instances de publication qui peuvent être diverses, même, il peut y en avoir plusieurs à partir du même DTD. Alors ce qui est intéressant, c'est que déjà dans SGML, mais aussi dans XML, il faut quand même le reconnaître, il y a des espaces de commentaires. Ce n'est pas totalement fermé à l'interprétation et à l'herméneutique. Mais alors voilà, il y a un peu une disjonction entre balise descriptive et balise procédurale, entre les deux formats, avec des ouvertures à différents langages, alors notamment RDF, que je vais présenter un peu à ma manière. Bon, déjà, je termine un peu sur XML. Voilà, pour vous donner un peu une vision, hein, c'est à la fois un langage de balisage de documents, donc j'ai cité la TEI. Ça sert beaucoup en interopérabilité. Nous, XML, on l'utilise très fréquemment pour passer d'un système de base de données à un autre. Beaucoup de langages de description de formats de documents sont utilisés. Ici, en éducation, on utilise beaucoup le LOM ou le SCORM, qui est un dérivé du LOM, c'est pour décrire les formats de documents dans le champ pédagogique. Je vous ai donné quelques exemples de langages de représentation aussi, hein, MathML. À l'IRCAM, on utilisait beaucoup Musique XML, donc il y a eu des spécialisations. On a même, dans le champ des musées, on a Tour ML, qui permet de structurer une visite de musée en XML. Bon, après, des formats, des langages beaucoup plus universels, hein, SMILE, SVG, X3D ou JSON aujourd'hui, qui est un peu majoritaire dans la programmation d'interfaces de représentation. Mais on peut aussi programmer directement en XML ou bien l'utiliser comme protocole de communication. Dans notre champ culturel, on utilise beaucoup OAI-PMH. Alors RDF, hein, donc, qui est plutôt côté du web sémantique, donc effectivement on passe finalement d'une structuration en arbre à une structuration en graphe. Ou bien, si vous voulez, on quitte le monde des éditeurs qui étaient très attachés au thésaurus, et les bibliothécaires aussi, hein, c'est quand même la vieille histoire des bibliothèques, avec donc des thésaurus qui sont hiérarchiques. Hein. Vous avez, dans l'architecture, il y a les jardins, dans les jardins, il y a le potager, etc. Enfin, je ne suis un peu idiot, mais enfin, vous voyez, c'est structuré, c'est hiérarchisé, à des ontologies. Alors, une ontologie n'est pas forcément hiérarchisée, mais on va typer les relations qu'il peut y avoir. Alors, et c'est là où c'est la force du web sémantique, ça a été aussi de typer des relations entre documents, par exemple entre la Joconde et Léonard de Vinci, bien sûr, hein, vous voyez, avec une relation typée de type créateur, mais aussi les relations que l'utilisateur va tisser en consultant la photo de la Joconde. Donc, par exemple, un intérêt qu'il a pu marquer sur, typiquement, un like ou dans Facebook, ça modifie le graphe de données. Alors, je vous présente juste une suite de tous ces travaux dans le web sémantique. On est un peu au-delà du web sémantique maintenant, parce que finalement, Dominique l'a rappelé, toute cette idée de tout sémantiser, c'est malheureusement d'ailleurs, parce que je trouve que ça avait quand même un intérêt, le web sémantique, c'est qu'on explicitait les ontologies. On pouvait les critiquer. Et d'ailleurs, elles étaient très critiquables, parce que c'était souvent des visions du monde très figées. Mais au moins, on pouvait les critiquer. Maintenant, on a
on a beaucoup de mal à critiquer parce que les ontologies ne sont plus visibles. On est finalement sur des sortes de traitement des relations purement statistiques où il y a pratiquement plus d'ontologie repérable, ou en tout cas humainement repérable. Alors, je voulais parler d'Open Annotation parce que ça, c'est un draft qui est tout récent, donc qui vient de sortir le 15 octobre 2015. C'est un groupe qu'on suit avec nos amis du LYRIS à Lyon et avec l'Ivria depuis de nombreuses années, qui n'avait rien fait depuis 2013, ça ne s'agitait pas beaucoup. C'est un groupe de normalisation W3C. Et là, ils viennent de publier, donc le 15 octobre, un draft qui s'appelle Web Annotation, qui est assez intéressant. Est-ce que j'ai le temps de montrer une vidéo? Ouais. Ah ben ça ne marche pas. Ah ben oui, j'ai pas d'internet. Alors attends, je l'ai téléchargé. Hop. Alors, ça doit être le point move. Bon, c'est un peu à l'américaine, mais ça va vous donner un peu le pitch. Vous entendez quelque chose? Then we wrote, sharing our thinking forward in time and outward in all directions. Knowledge began to accelerate, to accumulate. We printed, and in just 60 years, over 20 million copies of books and texts were produced. An explosion that spread across Europe and into the furthest corners of the world. In 1945, scientist Vannevar Bush dreamed of an early way. Oui, j'ai pas cité Vannevar Bush, mais c'est quand même lui le premier, avant Ted Nelson, le Menex. Almost 50 years later, in 1993, Mark Andreessen and Eric Bina built collaborative annotation into Mosaic, the first graphical web browser, so that every page could be the launchpad for discussion of its content. And then, they turned it off. Over the next 20 years, more than 50 projects tried to bring this vision back to life. But they were hindered by early technologies, short-term thinking, lack of control over spam, poor design. A small group of dreamers started to ask, why couldn't we do better? They imagined a revolutionary new capability, a new layer over the web, based on open standards, controlled by internet citizens instead of website owners, with a vision of serving all of humanity. They imagined the ability to point inside anything, pages, documents, pictures, video, and even data. The ability to contribute your own thinking anywhere without restriction, even when the comments are disabled. The ability to link into and share ideas and to preserve these links and connections forever. They called it open annotation. Out of this dream, a tiny nonprofit called Hypothesis was formed to bring this vision forward, working with others around the world to build software and services. Bon, là, ça, c'est un peu publicité pour le contributeur Hypothesis, mais qui est un groupe très actif aux États-Unis. Peers evaluate each other not on terms established by those in power, but on the merit of their words and deeds. A world that's edgeless, cross-disciplinary, and emergent by design. A world that listens when you have something to say. Join us in making a better world. Voilà, bon, c'est très américain, mais moi je trouve que c'est pas mal fait, parce qu'en 2 minutes on comprend un peu l'intérêt de ce que nous, à l'IRI, on dit avec notre langage de philosophe, voilà, le web herméneutique, qu'est-ce que c'est? C'est quand même très largement cette capacité-là que nous faisons, que nous produisons tous, mais sur des supports qui ne sont pas interopérables, qui ne sont pas compatibles, qui ne sont pas partageables. Quand vous prenez des notes, comme je vois Philippe là, en train de prendre des notes avec un joli carnet en papier, tu soulignes, tu as ta pratique d'annotation, tout le monde a sa pratique d'annotation, et c'est évident que ça serait, d'un point de vue production intellectuelle, très intéressant de pouvoir échanger toute cette matière d'interprétation à travers le web. Bon, j'accélère parce que là je suis en retard. Donc je vais terminer avec quelques tentatives de l'IRI.
Bon, polémique tweet que vous connaissez, donc vous savez cette idée de prendre les tweets comme des traces herméneutiques de commentaires sur une conférence. C'est-à-dire pendant que je parle, vous pouvez tweeter avec un protocole particulier qui a été proposé donc on travaille d'ailleurs sur des tas de protocoles en ce moment différents selon les disciplines. Donc là c'est un protocole très simple, accord, désaccord, référence bibliographique, question, très utile pour après trier l'information ou tout simplement la repérer de manière visuelle, puisque en dessous de la vidéo vous pouvez directement aller aux références bibliographiques par exemple qui sont en jaune, ou bien aux questions qui ont été posées par les gens pendant la conférence et qui ont été synchronisées, les tweets ont été synchronisés à la vidéo. Alors ça c'est intéressant parce que visual sédimentation c'est justement un principe archéologique qu'on a repris de la physique, c'est-à-dire comment est-ce que le problème c'était on a sur une conférence la possibilité de repérer la temporalité sur une heure, mais si on laisse tourner le système sur plusieurs mois, comment est-ce qu'on est obligé de changer de dimension, on est obligé de designer une autre type de représentation pour adresser le plus long terme. Donc ça a été l'idée de ce travail de thèse en fait de Samuel Ron, qui maintenant travaille à Institut Télécom, donc sur cette agrégation des tweets, donc qui pendant un certain temps sont individualisés et au bout d'un moment s'agrègent, c'est-à-dire qu'en fait on les groupe dans des clusters au fur et à mesure que le temps passe. Donc ça c'est le principe qui après peut se représenter de différentes manières, avec des bar charts, des camemberts, etc. Alors autre idée importante pour nous c'est le savoir-faire des bibliothécaires. Ici c'est un travail qu'on a fait avec le ministère de la Culture qui a une longue tradition de notices bibliographiques sur les documents. Comment est-ce qu'on met finalement cette manière d'indexer les documents entre les mains du public, hein, et donc ou bien comment est-ce qu'on montre, hein, j'aime bien l'idée de montrer, de Dominique montrer le calcul, là on ne montre pas le calcul, on montre deux thésaurus. Donc c'est tout bête, mais mettre à côté, côte à côte, le thésaurus de l'architecture et de l'urbanisme et le thésaurus Garnier de l'architecture d'habitation, deux visions du monde, où justement le concept de cité-jardin, vous voyez, n'est pas du tout au même endroit. Ici, il est directement sous architecture à l'habitation. Ici, il est sous lotissement concerté, sous lotissement, sous secteur urbain concerté. Donc, et ça, déjà, rien que visuellement, avoir ce type d'outil de comparateur de graphes ou comparateur de thésaurus, c'est le genre de technologie réflexive qui devrait pouvoir être développée plus facilement. Malheureusement, ça va être de plus en plus difficile parce qu'on n'a pas accès aux structures ou aux ontologies. Alors, à partir du moment où on peut mettre à la disposition des gens ces relations sémantiques, on peut leur mettre ça à disposition, même dans un outil d'écriture. Ici, sur le portail Histoire des Arts, si vous y allez, on vient de finir ce développement. À chaque recherche que vous faites avec le moteur de recherche sur le site Histoire des Arts, vous pouvez demander « fabrique-moi le graphe ». Et donc, ça vous donne le résultat de votre recherche, c'est-à-dire ici, c'est une recherche sur le Corbusier, donc on voit toutes les informations que vous avez, ou bien tout simplement le résultat de la recherche lorsque vous tapez le Corbusier, mais ça vous donne tous les liens sémantiques qui existent, hein, donc les tags, hein, les tags de date, des tags de lieu, qui sont reliés à ces données. Alors bien sûr, il y a des choses qui ne vont pas vous intéresser, vous allez l'enlever, vous allez au contraire rajouter des éléments de relation que vous avez trouvés sur Wikipédia ou sur d'autres sites. Donc on rentre en phase d'écriture d'un cours, par exemple, pour un prof, ou d'une conférence, avec un outil d'écriture assez facile, pour lequel il est facile de gérer la question des liens, hein, la question des relations entre les documents. Bon, je passe rapidement sur les protocoles, on en a expérimenté dans le domaine philosophique, dans le domaine du spectacle, ici c'est spectacle en ligne, donc c'est des catégories d'annotation très particulières, c'est genre est-ce qu'il y a eu un conflit entre le réalisateur et les acteurs, est-ce qu'il y a eu des problèmes d'interprétation du texte, est-ce qu'il y a eu des problèmes d'éclairage, etc. Donc c'est
des métacatégories, ou des catégories plutôt, comme on les appelle, qui sont particulières. Ici, d'autres types de catégories qu'on a expérimenté cet été avec Bernard Luban dans le domaine du jazz, donc sur des rythmiques ou sur des caractéristiques musicales qui sont repérées par les contributeurs sur la ligne, ou bien plus récemment ici dans le domaine de l'histoire, puisque c'est le projet Épistémé qu'on mène actuellement avec des historiens, sur la vraisemblance, les archétypes, la complexité des personnages, puisqu'il s'agit de la série Le Village français. En fait, on se projette sur une fiction, projette sur une fiction des critères de jugement historique qui sont d'ailleurs ceux qu'on a repris du forum, qui est un forum de discussion énorme, même s'il y a 400 000 postes, et ça augmente en ce moment parce que la série est en train de revenir sur le petit écran. Mais donc il y a énormément de contributions. Alors les derniers travaux qu'on a, c'est un petit peu préliminaire ce que je vous montre là, mais c'est cette idée de catégorisation contributive, c'est essayer d'arriver à faire un outil qui soit à la fois un réseau social, un graphe de visualisation des relations sémantiques, et en même temps qui rend compte de la temporalité d'évolution des discussions catégoriales. Un peu comme sur Wikipédia, vous pouvez remonter l'historique de discussion de la notice, mais là, l'idée c'est de remonter dans le temps de la discussion des termes, des catégories qui ont été employées. Donc c'est un outil qu'on appelle le CatEdit, donc éditeur de catégories, bon, qui se présente sous forme, pour l'instant, textuelle, c'est assez moche, mais bien sûr, il est prévu de l'intercaler avec des outils de représentation de type graphe éditable, graphe commentable, visualisation de données commentables. Mais là, on est vraiment sur le point de départ qui est de discuter et de définir les catégories dans différents domaines. Ici, c'est en astrophysique avec des gens du CELVA. Voilà, je m'arrête. Désolé, j'ai été peut-être un peu trop long. Merci.